Chers téléspectatrices, bonjour et bienvenue dans cette première édition de Et si on parlait l'emploi. Avec aujourd'hui comme invité, Monsieur Frédéric Sitterlé. Bonjour Elia. Bonjour. Rappelez-moi votre fonction, que faites-vous dans la vie? Je suis directeur de l'école éthique. C'est une école qui depuis 20 ans forme des experts des métiers de la tech et du digital. Je vous remercie. Je m'appelle González Alexandre, je suis actuellement en stage dans le milieu de la musique assistée par ordinateur et je viens du Sud partager cette émission avec vous. On applaudit très fort. Merci. Avec à votre gauche, Monsieur Vladimir Passeron. Oui, bonjour, Vladimir Bonjour. Passeron, je suis le chef de département de l'emploi et des revenus d'activité à l'INSEE. Je vous remercie. En face de Monsieur Passeron, nous avons Monsieur... Afis Song, alors je suis entrepreneur, cofondateur de Bloom Alternance et ancien étudiant de éthique. On applaudit, je vous remercie. Sur votre gauche, Patrick Porras, je suis responsable d'activité auprès de l'association FAIR qui œuvre dans le secteur de l'insertion professionnelle. on applaudit. Et enfin, Bonjour, enchanté, je suis Paul Gasselin, je suis étudiant en 4e année à éthique et aussi vice-président d'une équipe e-sport. comme vous savez, s'il s'agit d'une première édition de l'émission Et si on parlait l'emploi, donc nous sommes tous là aujourd'hui pour parler d'emploi. Alors déjà, est-ce que vous suivez les actualités? Qui a suivi les actualités cette semaine? Tout le monde. Tout le monde. J'imagine. Ça me rassure. On va commencer par vous. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez entendu parler cette semaine? Cette semaine, pas mal d'actu autour des grèves, des pénuries d'essence, sur le sujet de l'emploi. Il y a pas mal d'actualités autour de l'alternance. On va dire qu'en ce moment, c'est la période de recrutement de l'alternance et bientôt la fin des aides. Du coup, il y a pas mal d'actualités qui tournent autour de ces sujets. Très bien. Monsieur Alexandre González? Oui, donc moi j'ai accès aux actualités de l'emploi par le biais du site de Pôle emploi. Donc du coup, oui, je m'informe un peu, mais je suis plutôt... je regarde beaucoup les actualités plutôt dans l'emploi de la musique. Comme Monsieur Porras, par exemple, qui a une association d'insertion, vous-même, en tant que professionnel de l'insertion, comment vous regardez les actualités? Est-ce que vous consultez des sites spécialisés? Oui, bien sûr, je m'informe par rapport à divers sites d'information, surtout sur le secteur professionnel. Entre autres, ce qui m'a marqué cette semaine et la semaine précédente, c'est qu'il y avait une réforme qui allait être votée et qui concernait les lycées professionnels. Donc l'organisation pédagogique qui va être proposée au sein des lycées professionnels. On aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Très bien. Super. Monsieur Frédéric Sitterlé? Moi, j'ai été marqué cette semaine par les débats autour des statuts des juniors entreprises. Heureusement, le Parlement a, semble-t-il, déposé des amendements pour préserver et sauver ce statut. Mais pour nous, les juniors entreprises, c'est extrêmement important. Une junior entreprise, c'est une entreprise à l'intérieur d'une école. À l'école éthique, par exemple, on a depuis 18 ans maintenant une des toutes meilleures junior entreprises de France avec cette association qui s'appelle Synergétique. Et les débats de la semaine, c'était de la remise en question de ces statuts qui venaient fragiliser les junior entreprises. Or, défendre les junior entreprises au sein des écoles, c'est aussi défendre l'esprit entrepreneurial dès l'école. C'est défendre la création d'entreprises futures. Une école comme éthique, chaque année, forme par 20% de ses étudiants, crée des entreprises. Et c'est aussi à travers cet esprit entrepreneurial au sein des junior entreprises. Donc moi, c'est ce débat-là qui a retenu mon attention cette semaine. D'accord. On va s'adresser à Monsieur Passeron. Passeron. Oui, à l'INSEE, en fait, l'actualité, à la fois, on la suit, on regarde ce qui se passe dans les entreprises, on regarde ce qui se passe au niveau des négociations salariales en ce moment dans les différentes branches via les articles de presse. Parce qu'après, l'actualité aussi, on l'a fait un peu, parce que dans la mesure de l'emploi, du chômage, des salaires, c'est là où on va voir, on va confronter entre ce qu'on a lu, ce qu'on lit actuellement, puisqu'on va bientôt publier, soit en termes d'estimation statistique, mais également en termes de prévision, puisqu'on fait des prévisions d'emploi, de chômage, de salaire régulièrement. Et donc, on doit la suivre pour arriver à faire les prévisions les plus justes possibles, compte tenu de ce qui se passe sur les dernières semaines. Très bien, je vous remercie. Ouais, On applaudit. Alors, on parle, donc visiblement, vous parlez tous ce dont vous avez entendu parler cette semaine, les actuels d'une façon générale. Et si on parlait du taux de chômage, plus précisément, puisque s'il s'agit d'un indicateur quand même très à vérifier au niveau de la situation de l'emploi,
Quel est le taux actuellement de taux de chômage en 2021, Monsieur Passeron, s'il vous plaît, en 2022? Alors, le taux de chômage, on le suit au trimestre, D'accord. avec il faut un peu de temps pour remonter toute l'information sur le taux de chômage. Mhm. Et donc, le dernier point qu'on a en stock, en magasin, c'est sur le deuxième trimestre. D'accord. Et sur le deuxième trimestre, le taux de chômage, il est à 7,4%. Donc, c'est un taux qui est relativement bas par rapport à l'historique, parce que le plus bas taux de chômage qu'on avait vu avant, c'était début 2008 avec 7,2%. Donc on a un taux qui est beaucoup plus bas que celui de mi-2015, par exemple. On était à 10,5, on a baissé tendanciellement. Et donc là, on arrive avec ce 7,4%. Et notre prochaine publication sur le troisième trimestre, eh bien, c'est dans une quinzaine de jours. D'accord. Et par rapport à 2021, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du coup? Est-ce qu'il y a une baisse ou comment ça se... Oui, tout à Ça fait. se passe. On est dans une baisse, et donc on a continué de baisser en 2022. En 2021, on était de l'ordre de 7,9, 8%. C'est-à-dire que chaque année, on a baissé de 0,5 points, si on accepte un petit peu la crise sanitaire. On a eu une baisse un peu tendancielle de l'ordre de 0,5 points par an depuis mi-2015. Alors, je vous remercie pour toutes ces informations. Alors, si j'ai bien compris, finalement, la crise sanitaire n'a pas vraiment eu d'impact réel en fait sur la reprise de l'emploi, puisque visiblement, là, il y a une baisse de chômage. Si on prend 2021 par rapport à 2022, il y a une baisse. Donc là, on est quand même en pleine reprise, si j'ai bien compris. Exactement. C'est-à-dire D'accord. que pendant les deux confinements de 2020, on a eu un effet assez violent, assez fort sur l'emploi, mais très rapidement, l'emploi s'est redressé. Et on dit mi-2021, l'emploi avait retrouvé son niveau d'avant-crise, et là aujourd'hui, il a dépassé, et même largement dépassé dans différents secteurs. L'emploi est vraiment bien au-dessus de son niveau d'avant-crise. D'accord. Je vous remercie. On parle de taux de chômage. Est-ce qu'on peut parler aussi du taux d'emploi non pourvu? On a aujourd'hui en France beaucoup d'entreprises qui cherchent à recruter, qui n'arrivent pas à recruter. Et pour parler des secteurs que l'on connaît, qui sont les métiers de la tech et du digital, ce sont des secteurs en forte tension et nous, écoles, ne formons pas assez de jeunes pour aller vers ces métiers. Il y a eu une réforme formidable en 2018 qui a été la réforme de l'apprentissage, qui nous a permis de financer des études pour des jeunes qui n'avaient pas forcément comme option de faire des études supérieures. Eh bien, la réforme de l'apprentissage a permis d'augmenter le nombre d'apprentis en France de 200 000 à 800 000. Et ces apprentis sortent diplômés de nos écoles avec des compétences qui font qu'ils sont recrutés par les entreprises. Ces entreprises aujourd'hui continuent à recruter, ne trouvent pas assez de profils compétents sur le marché. Et je rejoins un fils sur la nécessité de défendre aujourd'hui ce modèle de l'apprentissage, de défendre les aides aux entreprises pour qu'elles puissent continuer à recruter et que nous, centres de formation, puissions, comme vous le faites, continuer à accompagner des jeunes en formation initiale, mais aussi en réinsertion ou en réorientation pour aller vers l'emploi à travers les compétences. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, l'apprentissage nécessite et a été revalorisé. Donc, dispose d'une image qui est beaucoup plus reluisante que celle qu'il avait par le passé. Je m'inscris aussi dans le cursus que vous présentez en termes d'apprentissage, mais nous nous positionnons en amont, étant donné que nous proposons des formations d'apprentissage pour les bas niveaux de qualification, infra-bac. Donc ce qui est vraiment là où je voudrais insister, c'est sur les secteurs en tension. Il y a beaucoup d'embauches. Nous le vérifions tous les mois avec le nombre de contrats d'apprentissage signés auprès de nos CFA partenaires sur des métiers qui nécessitent et qui méritent encore d'être revalorisés, tels que les métiers, entre parenthèses, dits manuels. On sait très bien qu'on ne travaille jamais sans la tête et avec les mains. Il faut travailler avec sa tête avant de travailler avec ses mains. Donc c'est vraiment notre cheval de bataille auprès de l'association FAIR que de valoriser et d'arriver à faire visualiser ces parcours qui peuvent prétendre aussi à des évolutions de carrière via des BTS en alternance, voire licence. Alors justement, on parle donc de métiers en tension, métiers qui recrutent. Alors quels sont, je dirais, les 5 principaux secteurs qui sont en tension justement actuellement? Je pense que M. Passeron est le mieux placé pour nous répondre, mais n'importe qui peut répondre, bien sûr, avec grand plaisir. En fait, la plupart des secteurs ont retrouvé leur niveau d'avant-crise, voire l'ont dépassé. Et la plupart des secteurs font état de difficultés de recrutement qui sont à un niveau historique. Alors c'est à la fois une bonne nouvelle, parce que d'avoir des difficultés de recrutement signifie qu'on recrute.
Les entreprises qui ne recrutent pas n'ont pas de difficultés, ce type de difficultés. Donc ces tensions-là, ça montre qu'il y a eu beaucoup de création d'emplois. On est à plus d'1 million par rapport à l'avant-crise. Et l'apprentissage est un facteur important, puisqu'on estime que c'est environ un tiers de l'emploi qui s'est fait sous forme de contrat d'apprentissage. Donc c'est un vrai sujet, l'apprentissage. Ça a permis d'augmenter beaucoup le taux d'emploi des jeunes. Ça ne joue pas beaucoup sur le taux de chômage, parce que la plupart des apprentis viennent finalement de leurs études. Ils auraient continué leurs études s'ils n'avaient pas été dans les formats dans des contrats d'apprentissage. Et donc, ce boom de l'apprentissage, eh ben, ça attire des tas de personnes sur l'emploi, et donc ça assèche un peu le marché de l'emploi. Et donc, beaucoup de ces secteurs vont signaler ces difficultés de recrutement, mais la plupart, en fait, pratiquement tous. Il n'y en a pas qui sortent du lot par rapport aux autres. D'accord. Alors, on parlait beaucoup de jeunes, là. Alors, aujourd'hui, si on se concentrait sur la catégorie de la population, je dirais aujourd'hui qui est la plus touchée par le chômage. Quelle catégorie, du coup, est la plus touchée par le chômage? Est-ce que justement, c'est les jeunes? C'est très clairement les jeunes, si on regarde en termes de taux. C'est-à-dire que si on regarde parmi les jeunes actifs, on a un taux qui est 3 à 4 fois plus élevé pour les jeunes que pour les seniors. Mais en fait, ça c'est historique, on a toujours un taux qui est plus élevé parce que les jeunes, c'est un peu les dernières arrivées sur le marché du travail, et donc c'est ceux qui réagissent le plus aux fluctuations du marché du travail. Donc on a un niveau qui est nettement plus élevé, mais également un niveau qui a nettement plus baissé avec cette amélioration sur le marché du travail. C'est pour eux, le taux de chômage a plus baissé parce que leur taux d'emploi est assez dynamique, avec en plus ces effets d'apprentissage. Alors, ce qu'on va attendre aussi d'un jeune, souvent, paradoxalement, c'est qu'il ait de l'expérience. Et c'est peut-être pour ça aussi que le taux de chômage est plus important, parce qu'un jeune qui va se présenter devant un employeur, on va lui dire Monsieur, madame, vous avez un super profil, mais revenez nous voir quand vous aurez un peu plus d'expérience. Alors c'est compliqué Exactement. si on leur donne jamais leur chance. Peut-être que nos étudiants ici peuvent témoigner aussi de comment une école comme Éthique forme ces jeunes diplômés avec de l'expérience à travers une pédagogie orientée projet. Justement, je vous laisse la parole. En fait, si vous voulez, à Éthique, comment ça se passe? On va avoir énormément de projets de groupe. Ça va nous apprendre vraiment comment ça se passe dans le monde de l'entreprise. On va toujours avoir, ça se trouve dans un groupe, une personne avec qui on va devoir venir la chercher, essayer de la tirer vers le haut. Et en fait, on apprend vraiment comment on va interagir dans l'entreprise. Moi, quand je suis arrivé dans le monde de l'entreprise, je savais déjà comment fonctionnait une équipe, comment fonctionnait une autre équipe, mais qui n'était pas de mon département. Et en fait, j'ai tout de suite eu, très rapidement, une vision 360 de comment fonctionnait l'entreprise, et je pouvais interagir avec tout le monde. Et limite des fois mieux qu'une personne qui est là depuis 6 mois. Parce qu'elle n'a pas eu cette formation de base de savoir quels sont ses cœurs de métier et comment, qu'est-ce qu'ils font et comment ils interagissent avec ce métier. Et donc ça nous forme énormément. Très bien. Je rejoins également l'avis de mon camarade, ayant fait mes études à l'Éthique également. Du coup, c'est le mode projet, il nous a permis vraiment de développer ces compétences. Donc déjà, les soft skills, on va dire, mais également de tout ce qui est autour. Donc d'apprendre à travailler avec les autres, ou même justement de se mettre en confrontation avec la réalité du marché du travail en entreprise. Donc c'était vraiment plus que des compétences qu'on a eues pendant cette scolarité. On a vraiment appris à travailler comme dans le monde réel. Je remercie. Alors, si j'ai bien compris, que ce soit vous ou votre camarade, vous parlez en fait de l'apprentissage de code, en fait, au final, que vous n'avez pas forcément les codes, en fait, que le fait d'avoir une bonne préparation, en fait, au métier de l'entreprise vous permet d'avoir ces codes que vous pouvez ensuite mettre en pratique directement une fois que vous êtes en entreprise. C'est bien ça? C'est bien ça. En fait, on a vraiment donc appris tout l'aspect 360, que ce soit la constitution d'une équipe, comment collaborer. Donc c'est vrai, pas juste des compétences qu'on a accumulées, c'est vraiment donc le mode de fonctionnement. Très bien. Et puis si je peux me permettre de rebondir, en fait, on va surtout à Éthique casser les silos à l'intérieur des métiers. Et en fait, c'est vraiment la philosophie d'école. Et en fait, même moi, actuellement, je reviens sur mon travail actuellement, mais parce que je me rends compte, en fait, c'est qu'à des moments, on va prendre des décisions qui vont prendre 2 semaines, 1 semaine, alors que s'il y aurait, entre guillemets, que des éthiciens, en fait, ce serait une action directe. Parce que, en fait, ça paraît logique dans mon cerveau, mais dans le cerveau des autres, ça paraît pas logique, vu qu'ils n'ont pas cette vision, justement, sans silotage. Et en fait, on perd énormément de temps sur de la productivité, sur de la mise en production, justement. Et en fait, ça apporte vraiment une vraie valeur ajoutée. D'accord, je vous remercie. Alors, pardonnez-moi, mais bon, vous êtes donc quand même dans une école, dans une grande école, parce que Éthique, j'ai regardé, c'est quand même la numéro 1 de l'école du web, selon Le Figaro.
Donc, je sais pas, mais je me dis, bon, là, je vous vois tous les deux, mais qu'en est-il des jeunes des quartiers? Des quartiers sensibles, des... Alors, j'ai quelques éléments à amener à votre moulin. Effectivement, là, on parle de deux typologies de publics totalement différentes les unes des autres. La principale difficulté à laquelle on se heurte en ce qui concerne l'insertion ou la réinsertion professionnelle en vue d'une intégration de l'apprentissage, c'est la maîtrise ou la non-maîtrise, plutôt la non-maîtrise des codes. On peut appeler ça soft skills. Les publics que l'on accompagne ne connaissent pas la signification, donc on va parler plutôt de savoir-être, notamment en termes de communication. Et ça, effectivement, nous avons repéré depuis longtemps que c'était le frein majeur à l'insertion professionnelle de ces jeunes. C'est pourquoi la nature ayant horreur du vide, qu'on a mis en place, nous avons mis en place au sein de FAIR un dispositif qui s'appelle le prépa-apprentissage. Comme son nom l'indique, ça prépare pas aux grandes écoles, effectivement, mais ça prépare à l'entrée en apprentissage via l'acquisition des savoir-être. La prépa-apprentissage a été mise sur pied à la demande des employeurs. Les employeurs étaient confrontés à un dilemme. Ok, moi je reçois une personne, si elle n'a pas le savoir-faire nécessaire, on est là pour l'accompagner, pour lui inculquer les bons gestes. Par contre, si elle est en carence de savoir-être, là, c'est pas de notre ressort. Donc, on va mettre un terme au contrat d'apprentissage. Donc, le diagnostic a été fait à cette étape-là, d'où la création de ce dispositif, prépa-apprentissage, qui vise à recadrer et à proposer un produit fini à l'employeur. Voilà, je pense que c'est un dispositif qui parle à pas mal de jeunes. Nous avons intégré depuis 2 ans à peu près 280 personnes, avec un taux de signature de contrat d'apprentissage de 40% à l'issue de ce parcours de 4 mois. Donc ça, je pense que ça a le mérite d'être souligné. Très bien, je vous remercie. Alors donc oui, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, là, on a quand même affaire à 2 publics complètement différents. Alors là, ce matin, par exemple, personnellement, j'ai rencontré dans les transports en commun une dame qui m'a parlé, je ne sais pas pourquoi. Elle m'a demandé si je n'avais pas de solution pour sa fille qui recherche actuellement un stage de découverte de classe de 3e. Pour un jeune de 18-19 ans qui est en BTS, où c'est déjà, excusez-moi du terme, une galère de trouver un stage quand on n'a pas de réseau. Alors qu'en est-il d'un stage de découverte d'1 semaine qui, quelque part, pour une entreprise, voilà, c'est quand même du temps que le tuteur doit prendre sur son temps personnel. Bien sûr. Bah, pour le stage de 3e, pour le coup, c'est un stage justement de découverte. Donc l'objectif, c'est de donner la chance aux étudiants donc, du collège de découvrir le monde de l'entreprise pour justement, comme on disait à l'instant, qu'ils aient les codes ou du moins le savoir-être, qu'ils commencent à comprendre un peu comment marche le monde de l'emploi. En ce qui concerne les stages, du coup, c'est un stage qui sera non rémunéré, donc normalement, on ne devrait pas trop avoir de difficulté à le trouver, même si c'est vrai que pas mal d'entreprises voient ça comme une charge de travail et du coup ont un peu du mal à accepter ce type de stagiaire. Donc nous, on est là aussi pour leur faire comprendre que ça fait partie de l'écosystème, quoi, de donner la chance à ces jeunes de faire un premier stage pour justement leur ouvrir les portes sur le monde du travail. Et souvent, ce stage de 3e éveille des vocations, hein, font découvrir l'entreprise. Alors moi, ce que je propose, et peut-être qu'on peut prendre le ministre du Travail à témoin de ce défi-là, on a encore souvent, et vous l'évoquiez tout à l'heure, dans les codes qu'on n'a pas, quand on est en 3e, puis en seconde, en première, en terminale, une méconnaissance de ce qu'est l'enseignement supérieur. Et pour autant, on demande à nos jeunes de faire des choix d'orientation de plus en plus tôt dans leur parcours scolaire. Et si, pour ceux qui le souhaitent, ces stages de 3e se faisaient dans des établissements d'enseignement supérieur? Est-ce que dans une école comme éthique, on pourrait, sur une semaine de projet, par exemple, avec des étudiants, accueillir des élèves de collège pour venir faire leur stage de 3e et découvrir ce que sont les métiers de la tech, et certains de ces collégiens découvriront que les métiers de la tech ne sont pas des métiers d'informaticiens, ne sont pas des métiers d'ingénieurs, ce sont des métiers de la tech et du digital qui offrent des opportunités, quand bien même on n'est pas scientifique, à toutes les filles, à tous les garçons qui voudraient avoir un impact sur le monde qui vient. Super. Super. Alors justement, je vais vous poser une question parce que c'est vrai, on parle de high-tech, digital, numérique. Nous avons aussi maintenant toutes ces histoires de réseaux sociaux. Alors, je vous avoue que je m'y perds un peu là-dedans.
Donc, au niveau des statistiques, comment ça se passe concrètement? Est-ce que dans le numérique, on compte tous ces métiers-là? Ou alors est-ce que tout ce qui est Instagram, Facebook ferait partie davantage des métiers de la communication? Au niveau des statistiques, parce que c'est un peu ma partie, on a 2 nomenclatures. On a une nomenclature d'activité dans laquelle on va ranger les établissements selon leur activité, l'automobile, etc. Et donc ce qui se rapproche au secteur numérique, c'est un gros secteur qui s'appelle l'information-communication, dans lequel on a tous les métiers, toutes les entreprises qui travaillent dans cette activité-là. Ça ne veut pas dire que tous les métiers dedans relèvent du numérique. Hein. Je peux avoir les personnels, disons, support, des fonctions support dans ces activités-là, dans ce gros secteur-là. Et puis, on a également une autre mesure, plutôt une nomenclature par métier. Et donc, tous les métiers du numérique, on les mesure également par ailleurs. Donc là, il faut accéder aux données individuelles. Et on a, selon les nomenclatures des professions, on arrive à classer. Donc, on a un agrégat qui s'appelle les métiers du numérique, qui représente entre 4 et 5% de l'emploi total en France. Et avec des personnes qui sont à la fois dans le secteur dont je vous ai parlé, information-communication, mais également réparties dans tous les autres secteurs. Hein. Beaucoup d'entreprises ont leur propre équipe d'informaticiens, notamment, pour faire tourner la boutique sur un secteur d'activité qui n'a rien à voir avec le numérique. Donc, quand on parle des métiers du numérique, on peut soit parler du secteur d'activité, qui est en très forte expansion, et soit des métiers du numérique qui brassent plus large, puisque on a à la fois ce secteur-là et puis les autres secteurs. C'est à peu près 50-50, hein, 50% dans l'information-communication et 50% dans les autres secteurs d'activité. Nous sommes de retour sur le plateau de Et si on parlait l'emploi? Alors, juste avant la pause, nous étions en train de parler des métiers du numérique, de la nomenclature donnée notamment par Monsieur Passeron de l'INSEE. Alors, on parle beaucoup de numérique, je vous ai évoqué notamment tout ce qui est réseaux sociaux. Alors, ma question aujourd'hui, est-ce que justement le développement de tous ces systèmes d'information, le fait qu'on mêle à la fois tout ce qui est communication, données, un peu un esprit scientifique, un esprit de communication, justement ne suscite pas des vocations, justement? Alors, c'est là où ça se complique et les nomenclatures se compliquent probablement. Ce qui m'a amené à réagir tout à l'heure, c'est qu'en réalité, si je fais du marketing chez Yves Saint Laurent, est-ce que je ne sais pas dans quelle catégorie vous metteriez cela? Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore du marketing qui ne soit pas digital? Aujourd'hui, tout est digital. En réalité, la tech et le digital, c'est pas un secteur. C'est l'occasion d'accéder à tous les secteurs. Faire une école de la tech, c'est être capable d'aller travailler dans le domaine du marketing, dans la finance, dans la santé, dans l'aérospatial, dans tout un tas de secteurs, parce que tous les secteurs sont impactés par la tech et par une transformation digitale. Et c'est pour ça que ce secteur offre toutes ces opportunités de carrière. C'est dès lors très difficile de segmenter des écoles qui ne sont pas des écoles de commerce, de communication ou de management, qui ne sont pas des écoles d'ingénieurs ou d'informatique. Ce sont des écoles de la tech et des métiers du digital qui sont une nouvelle voie d'accès aux meilleures opportunités de carrière. D'ailleurs, dans vos métiers aujourd'hui, vous faites de la musique assistée par ordinateur. Voilà, Alors, est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est de la tech? Est-ce que c'est de l'informatique? Tout est mélangé en réalité. La tech est partout. Moi, je pense que c'est d'abord de la musique, mais qui ouvre à beaucoup d'autres choses, parce que la musique qu'on faisait avant n'est plus, c'est plus comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on n'écoute plus la musique, comme je dis. Moi, je pense qu'on regarde la musique. En fait, pour une musique qui marche, s'il n'y a pas de clip, les gens ils s'ennuient, ils veulent du divertissement. Et maintenant, il faut pouvoir produire la musique, mais pour faire regarder sa musique avec les yeux, en fait, et puis avec son cœur, bien sûr. Mais voilà, c'est pour dire que vraiment, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment différent. Et bien, justement, grâce à la tech. Et c'est beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus facile aussi de faire de la musique. Parce que même quelqu'un qui n'est pas très doué en musique, avec du matériel, pas non plus que ça soit non plus haut de gamme, mais il peut faire de la musique avec peu de matériel informatique et même s'il ne sait pas, l'ordinateur va l'aider. Et là, on ne parle pas de David Guetta, c'est ça? Voilà, on ne parle pas de David Guetta. Il se passe quelque chose de formidable en ce moment. Vous avez vu peut-être l'actualité récente, c'est aussi Interpol qui se lance dans le métavers. C'est l'Inde qui est en train de bousculer complètement le métavers et le président Macron qui nous dit le métavers est un enjeu de souveraineté nationale. L'Europe a perdu plusieurs guerres, celle de la data, de l'intelligence artificielle, de plein de choses. Là aujourd'hui, l'Europe a la chance de voir émerger un Internet humaniste et positif, et peut-être à travers le métavers, d'avoir un métavers responsable. Et regardez ce qui se passe. Le premier représentant de ce métavers, on l'a vu dans les journaux partout, c'est Jean-Michel Jarre.
Ouais. Jean-Michel Jarre qui est un musicien et qui dit en fait le métavers offre de nouvelles expériences immersives. Exactement. Effectivement, c'est pas que de la musique que l'on écoute, c'est de la musique que l'on vit. Donc votre Voilà, métier de voilà. musicien, c'est un métier de la tech. Bien sûr. Voilà. Et du coup, c'est pas facile de faire des nomenclatures avec toutes ces évolutions. Dire métier. Il y a Justement. forcément une part de subjectif. Pour nous, les métiers du marketing ne font pas partie des métiers du numérique, mais les métiers du numérique recouvrent beaucoup de professions. Par exemple, dans mon domaine, on met les data scientists parmi les métiers du numérique, mais un statisticien comme moi, on n'est pas classé dans les domaines du numérique, alors que souvent la frontière est très poreuse entre les deux types de métiers. Donc, c'est pas facile, on doit essayer de mesurer, d'objectiver les choses. Et avec ces questions du métier numérique, bon, pour l'essentiel, on a des informaticiens un peu standards, chefs de projet informatique, bon, ça va jusqu'au community manager, mais voilà, ce contour-là, il est forcément discutable comme toute nomenclature qu'on peut faire à l'INSEE entre activités ou autres. Dans un monde qui bouge et qui bougera de plus en plus vite, donc c'est effectivement un métier compliqué que vous faites. Alors, d'où ma question, justement, parce que je pensais notamment à monsieur Alexandre Gonzalez, puisqu'il est dans la musique. Alors, justement, est-ce que des profils comme le sien, est-ce que ce sont des profils qui, d'après vous, justement, méritent d'être, comment dirais-je, développés, justement, peut-être développés dans le cadre d'une école de commerce. Là est la difficulté, justement. Parce que je pense qu'en tant que musicien, dans la musique, il y a le côté technique, hein, si on parle de ce qu'il fait au niveau des logiciels. Il a peut-être aussi un côté, je vous connais pas, mais il a peut-être envie de s'autoproduire. Donc c'est du business, c'est du marketing. Voilà. C'est, La tech. Voilà. C'est ça. un médecin aujourd'hui ne peut plus faire son métier s'il ne maîtrise pas les enjeux liés à l'intelligence artificielle et à la data. Voilà. Exactement. Les étudiants diplômés de notre école, pour un tiers, font du marketing, pour un tiers font du design, qui est éminemment technologique, de design de solutions technologiques, et un tiers font du business ou, comme ma fils, créent leur entreprise. Dans votre métier, vous traitez de la donnée. Donc vous ne pouvez pas ne pas avoir ces compétences liées à la data et comprendre le sous-jacent technologique de ce métier. Et probablement que pour faire une carrière dans la musique, moi j'inciterais Alexandre à venir faire des études à l'école éthique. J'ai reçu un étudiant un jour qui m'a dit moi monsieur, j'ai intégré votre école parce que je veux devenir directeur du Puy du Fou. Alors j'ai trouvé ça surprenant au départ. Bien. Puis si vous y réfléchissez, finalement comme dans la musique, le Puy du Fou c'est quoi? C'est du divertissement, c'est du marketing, c'est de la technologie, c'est probablement du streaming, des réseaux sociaux, de la communication en ligne. Et évidemment, faire une école de la tech, ça mène à toutes ces carrières-là. Donc Alexandre, vous êtes le bienvenu chez nous dès la semaine prochaine. Mais en fait, j'y pensais. Parce qu'en fait, en entendant parler le jeune homme surtout, je me suis dit que moi, c'est vrai, j'ai tout fait en autodidacte. J'ai découvert, bon, je suis musicien déjà de base parce qu'on est une famille de musiciens, j'ai toujours baigné dans la musique. Ça m'a amené à m'intéresser après avec le temps, puisque ça a évolué. En plus, je suis né en 85, donc c'est là que ça a commencé justement. Et déjà, il y en avait avant, mais j'étais en plein truc des ordinateurs. Du coup, je me suis intéressé. Et bien, en fait, de m'intéresser à l'ordinateur, ça m'a ouvert, eh ben, par exemple, j'ai découvert des logiciels de montage vidéo. J'ai découvert comment réparer mon ordinateur aussi tout seul, parce que ça revient cher des fois. Mais moi voilà, j'essaye au mieux de pouvoir tout seul me débrouiller. Mais c'est vrai qu'on a toujours besoin de grandes écoles comme la vôtre, justement, pour briller un peu plus et nous confirmer. Et en plus, on pouvait, grâce à ça, on peut même se découvrir d'autres passions. Ou voilà, enfin, c'est ça rejoint un peu ce Ouais, que et puis, disait tout à l'heure. Moi, quand je suis arrivé à Ethic, j'étais perdu. J'avais un profil. Moi, je le suis. Voilà. Je suis déjà perdu sans arriver à l'école, hein, vraiment. Et j'avais un profil où, bon, j'avais la chance d'être en bac S, Mm. mais j'avais 10 de moyenne. Mes profs me disaient, tu n'auras pas le bac. Je n'aimais pas l'école, tout ce que je voulais faire. Moi, de base, je voulais arrêter l'école en 3e. Mes parents, ils voulaient me mettre, je sais pas où, ils savaient pas quoi faire de moi. Et bah, j'ai un peu de la chance, j'ai des capacités, on va dire, pour réussir. Donc, j'ai réussi à me donner la chance d'avoir ce bac. Et j'ai tenté ce pari éthique où je savais pas vraiment où j'allais. J'ai découvert, moi j'étais juste fan de jeux vidéo. Et en fait j'ai découvert toutes ces passions, enfin tout ce monde. Et en fait il y a des métiers aujourd'hui qui ont été créés pendant que je faisais mon école. Et ça se trouve c'est le métier de demain que je vais faire. Et c'est incroyable. Enfin vraiment, en fait on se rend pas compte. Et je pense que c'est un des gros problèmes en fait d'aujourd'hui. C'est aussi
en fait, on devrait aller voir vers les jeunes, leur montrer tous les métiers qui sont en train d'être créés. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de métiers et ça va changer en fait l'avenir. Et des métiers qui n'existent pas encore, qui vont être créés. Et il faut les mettre en avant. Et justement, il y a des initiatives de l'État qui ont été mises en place. Notamment, il y a un car VR qui va dans tout le centre Val-de-Loire. Et en fait, qui se déplace même dans les communautés rurales pour montrer aux jeunes justement tous ces métiers-là. Très bien. Je voulais poser si elle m'autorise, je voulais Allez-y, poser une je question vous à en prie. monsieur. Je voulais savoir en fait, moi je pense, quand vous avez beaucoup de profils comme ça, divers, variés, ben, je pense qu'aussi vous avez besoin de ça justement. Vous apportez beaucoup, hein. Je vois que vous avez l'air d'être quelqu'un qui cerne une personne, qui arrive à détecter, qui arrive à... Parce que vous êtes un peu comme un formateur, quoi, qui donne la route. Mais je pense que au fil du temps que vous rencontrez des profils, je pense que ça doit vous apporter beaucoup quand même. Ce qui fait la richesse de cette école éthique, c'est pas l'école, hein. Voilà. C'est les la personnes. variété des profils qui rentrent Voilà, et qui c'est ce que sortent. Les étudiants qui rentrent dans l'école éthique sont des étudiants qui n'avaient pas forcément ni l'envie, ni la vocation, ni parfois même la possibilité d'envisager des études supérieures post-bac. Pour qui c'était même pas une option. Et puis en fait, ces écoles-là, c'est absolument pas des écoles de la seconde chance, c'est Voilà. des écoles de toutes les chances. Bien sûr. Et toutes les jeunes filles et les jeunes hommes, de quelle que soit leur situation au départ, ont une chance à travers ces écoles. Nous, notre mission, c'est de les prendre là où ils sont, quel que soit l'endroit où ils sont, pour les emmener vers l'emploi. À bac+3, bac+5. Et c'est même pas pour leur donner un diplôme, c'est les prendre là où ils sont, pour les emmener vers l'emploi. Perdus avec à peine le bac et 10 sur 20, pour les emmener vers l'emploi. Et aujourd'hui, Paul a énormément de propositions, de stages, d'alternance, d'emploi bientôt, sans aucune difficulté. Et l'accompagnement de sociétés comme Bloom renforce ça. Donc oui, nous cherchons des profils variés, parce que c'est la variété de ces profils qui font la richesse de l'école. Il y a autant de diplômés d'éthique, de profils différents, que d'étudiants différents. Bien sûr. Monsieur Porras, vous vouliez intervenir, je crois. Voilà. Je souhaiterais rebondir sur la discussion que nous avions auparavant concernant la découverte des métiers. Donc là, nous sommes en train de parler d'une typologie de public qui est plutôt favorisée, qui a accès à l'information, qui sait les existants, les possibles. Là, au moment où nous en sommes, et depuis quelques années, nous nous sommes aperçus qu'il y avait un public qu'on appelait les invisibles. Donc c'est un public que FAIRE souhaite aller chercher via, on parlait de camions, nous avons un tic truck, hein, nous avons aménagé un tic truck, comme son nom l'indique, c'est voilà, on va amener la technologie au pied des immeubles, dans les cités, pour essayer d'interpeller le public invisible, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais des jeunes qui ont eu se porter à diverses problématiques, que ce soit les problématiques liées à l'issue du Covid. Covid, je reste chez moi. Quand le Covid est terminé, j'ai plus les codes pour ressortir. Donc, ça, c'est une première action. Deuxième action, une sensibilisation. Quand on parlait d'apprentissage, nous avons mis en place des sensibilisations au métier de l'informatique, du digital. Axé sur ces publics dits éloignés de l'emploi, via des parcours sécurisés qui leur permettent justement de découvrir les possibles, les champs des possibles. Donc ça passe par on reformate des PC, on reconstruit des PC, on va les redonner dans les zones défavorisées. Ça, ce sont vraiment les étudiants, les apprenants qui s'occupent de cette transformation, de cette remise à niveau. On a aussi des actions sur le codage. On essaye de faire fabriquer des petits robots. Donc, initiation, le but étant d'interpeller ces jeunes et peut-être, par la suite, je l'espère, ils auront la possibilité de taper à votre porte et que vous accueillerez les bras ouverts. Mais voilà, je tenais à le préciser parce qu'il y a une frange très importante de jeunes qui ne sait plus quoi faire et qui ne sait plus vers quoi s'orienter. L'offre est tellement vaste, ils n'ont pas les codes pour arriver à déchiffrer toutes les propositions, qu'elles émanent de Pôle emploi. Faut-il qu'ils aient le réflexe d'aller sur Pôle emploi ? Donc, de par l'accompagnement qu'on leur propose, on essaie de faire en sorte qu'il y ait un déclic, on essaie d'éveiller la curiosité. Le mot le plus important, c'est la curiosité, faire en sorte que les jeunes qui rentrent chez nous en ressortent avec beaucoup plus de curiosité que ceux qui sont... voilà, je pense que c'est très important à ce niveau-là, et je souhaitais le souligner. Alors, je vais revenir sur les jeunes, puisqu'on était sur les jeunes.
Donc, Monsieur Porras, vous parliez de ces jeunes que vous appelez les invisibles. Est-ce qu'on pourrait avoir des statistiques, Monsieur Passeron, là-dessus, pour savoir qui sont ces invisibles? Et voilà, je vous écoute. On a une mesure, un indicateur international, c'est les NEET, c'est les jeunes, enfin c'est un acronyme anglais pour dire les jeunes qui sont ni en emploi ni en formation, qui se retrouvent soit au chômage, soit inactifs, c'est-à-dire qu'ils ne recherchent même pas d'emploi. Donc si on dit que les invisibles, c'est cette part de NEET, en fait, on a un jeune sur 10 entre 15 et 25 ans qui est considéré comme NEET. Et donc c'est un taux à la fois élevé, mais qui est assez comparable à ce qui se passe dans les autres pays. Très bien, je vous remercie. D'accord. Et du coup, si vous devez conseiller à un jeune aujourd'hui d'aller vers tel ou tel métier, quel secteur d'activité vous lui conseillerez? Quels sont les secteurs qui, pour vous, sont porteurs d'avenir pour eux, pour ces jeunes? Aujourd'hui, on voit que la plupart des secteurs recrutent. Que ce soit des jeunes sur des postes qualifiés comme non qualifiés. Donc aujourd'hui, en fonction de leur niveau de diplôme, de leur qualification, de leur motivation, beaucoup de secteurs, beaucoup d'entreprises recrutent. C'est un peu le côté favorable aujourd'hui de la situation du marché du travail. Donc il faut en profiter. On peut à la fois la restauration peut recruter à la fois des cuisiniers comme des serveurs plus ou moins qualifiés. J'ai entendu la RATP recrute des chauffeurs. Ça recrute partout, donc c'est le moment d'y aller et de s'insérer sur le marché du travail. Très bien. Et donc, si on doit donc finir l'émission sur une note pour 2023, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce qu'on doit s'attendre à une année 2023 plutôt favorable ou défavorable par rapport à 2022? Enfin, ouais. Comment vous À l'INSEE, situez on la est situation? très prudent. On est très prudent. En fait, on arrête notre horizon de prévision à la fin de l'année 2022, ce qui est déjà, il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment et c'est déjà pas mal. Nous, pour la fin de l'année 2022, donc il nous reste un semestre, parce qu'on ne connaît que le premier semestre et sur le second semestre qu'on observe, ce qu'on anticipe, c'est que le taux de chômage ne va pas davantage baisser. C'est-à-dire que nos prévisions, on laisse le taux de chômage à 7,4%. C'est une espèce de plancher. Va savoir ce qui va rester pour la suite. On va faire d'autres exercices de prévision dans les prochains mois. Et puis sur l'emploi, en fait, on a eu tellement de hausse de l'emploi par effet de rattrapage, puis après par un effet de dynamique propre qui nous a un peu surpris. Chaque trimestre, on a été surpris. C'est aussi le côté un peu optimiste, c'est que compte tenu de l'activité, en fait, il y a beaucoup d'embauches en France. On ne comprend pas vraiment l'ampleur de ces embauches par rapport à l'activité. Mais on prévoit quand même que l'emploi va ralentir. C'est-à-dire qu'on prévoit encore des créations d'emplois, notamment sous forme d'apprentissage, mais des créations d'emplois qui seront moins fortes que ce qu'on a pu observer sur les derniers trimestres. Merci à tous pour votre participation très riche, très intéressante. Merci à tous. Avant de se quitter, j'ai quand même envie de faire un dernier petit tour de table pour savoir comment on peut vous contacter. Est-ce que vous avez un site web, un blog où on peut vous contacter, voir vos activités, prendre contact avec vous? Alors pour ma part, vous pouvez aller sur le site donc Bloom, BL2OM, alternance.fr pour trouver donc des offres de stage et d'alternance. Très bien. On l'applaudit. Monsieur Porras? Pour l'association FAIR, dont le site web, www.association-faire.fr. À l'intérieur de ce site, vous trouverez toutes les informations intéressantes et les modes de contact, blog, Instagram et Twitter. Je vous remercie. Monsieur Sitterlé. Alors Alexandre, il faut aller sur le site éthique.net pour juste prendre un rendez-vous pour un entretien d'admission. C'est comme ça qu'on rentre à l'école éthique. Et je voudrais surtout inciter chaque jeune à faire de sa passion son métier. Grâce à l'apprentissage, grâce à la réforme de 2018, c'est possible aujourd'hui, y compris pour les jeunes qui n'en ont pas la possibilité au départ. Encore faut-il, et grâce à votre association, vous le faites, donner accès à l'information à ces jeunes-là et leur donner conscience des possibilités qui existent. Et enfin, Monsieur Passeron. Bien, à l'INSEE, on a un site, un des plus visités de France, qui est le site de l'INSEE, insee.fr. Là-dessus, moi, je vous invite à aller regarder un outil interactif qu'on a mis en ligne il n'y a pas longtemps sur les salaires par profession. Donc, on peut se situer pour voir à peu près les différents métiers, les différents salaires qui y correspondent. Et puis, sinon, on a un compte LinkedIn et un compte Twitter.
Merci à tous d'avoir participé à cette première édition de Et si on parlait l'emploi. J'espère que nous allons nous retrouver tous très bientôt sur une deuxième édition avec d'autres invités, des échanges toujours aussi enrichissants et bien entendu, de nouveaux horizons professionnels pour tous et notamment pour les jeunes.